La présidente mauricienne Amina Gourib Fakim, citée dans un scandale financier, a finalement démissionné samedi au terme d'un bras de fer avec son Premier ministre qui réclame son départ depuis une semaine. En Côte d'Ivoire, l'opposition a appelé samedi ses militants à une marche démocratique le 22 mars prochain en vue des prochaines élections. Elle estime que la commission électorale est déséquilibrée en faveur du pouvoir. Et puis au Niger, les enseignants ont annoncé la fin de la grève qui paralyse depuis un mois l'université de Niamey. Ceci après un accord avec le gouvernement et l'exclusion de 5 dirigeants des étudiants. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. La présidente de l'île Maurice, Amina Gourib Fakim, a finalement déposé le tablier. Elle a présenté sa démission au terme d'un bras de fer avec son Premier ministre qui réclamait son départ depuis une semaine. La présidente démissionnaire Amina Gourib Fakim, faut-il le rappeler, était citée dans un scandale financier. Les images. Amina Gourib Fakim a finalement lâché prise. La présidente mauricienne, qui avait refusé de quitter ses fonctions la semaine dernière, a annoncé sa démission après plusieurs jours de bras de fer avec le Premier ministre, qui avait annoncé son départ pour peu après les célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance qui ont eu lieu lundi dernier et avant la rentrée parlementaire le 27 mars. Son avocat a déclaré à la presse qu'elle a soumis sa démission dans l'intérêt national, précisant qu'une lettre a été adressée à cet effet à la présidente de l'Assemblée nationale. La démission prendra effet le 23 mars. Elle vient ainsi mettre un terme au feuilleton politique qui agite l'île Maurice depuis la publication par le quotidien mauricien L'Express de documents bancaires démontrant que la présidente avait utilisé à des fins personnelles une carte bancaire remise par une ONG. Face à ces accusations, elle avait répliqué que n'ayant rien à se reprocher et pouvant apporter des preuves corroborantes, elle refusait de démissionner. Amina Gourib Fakim avait alors expliqué avoir remboursé non seulement ses dépenses personnelles, mais aussi toutes les autres dépenses engagées par l'ONG pour sa mission. Des propos confirmés par l'ONG en question, mais qui n'ont visiblement pas suffi pour maintenir la première femme mauricienne présidente au pouvoir. En Côte d'Ivoire, l'opposition a appelé samedi ses militants à une marche démocratique le 22 mars prochain en vue des prochaines élections. La plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS estime que la composition de la commission électorale indépendante est déséquilibrée et ceci au profit du pouvoir. Reportage. Près de 2000 personnes ont assisté au meeting organisé dans le quartier populaire de Yopougon à l'appel de l'EDS. La coalition qui regroupe des partis politiques, des associations de la société civile et le Front populaire ivoirien a exhorté ses partisans à une marche démocratique en prélude aux échéances électorales. Elle a également invité le pouvoir à échanger en vue d'élections justes et transparentes. À cet effet, le regroupement appelle à une réforme de la commission électorale indépendante. Nous appelons le pouvoir à dialoguer, à s'asseoir avec nous pour dialoguer. Nous voulons que tout se passe dans le consensus. Nous ne voulons plus de guerre. Nous ne voulons plus de tout conflit post-électoral. Donc nous demandons que la CEI soit reformatée à la lumière de la décision prise par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La CEI est d'abord notre objectif, mais il n'y a pas la CEI. La CEI, elle seule ne fait pas l'élection. Il faut aussi voir les conditions d'organisation des élections, la liste électorale, le découpage électoral, les problèmes de sécurité. La commission électorale indépendante ivoirienne est accusée par l'opposition d'être déséquilibrée en faveur du pouvoir. Des élections sénatoriales doivent se tenir le 24 mars prochain, puis celles municipales et régionales au cours de l'année à une date indéterminée pour l'instant. Notons que le scrutin présidentiel, celui qui focalise l'attention, est prévu pour 2020. Nous sommes cette fois-ci en Égypte où les rares opposants au président Abdel Fattah al-Sisi n'ont pas leur mot à dire. Et ceci à quelques jours de sa réélection assurée pour un deuxième mandat de 4 ans. Il faut dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec le chef de l'État n'ont rien d'autre à espérer que son départ en 2022.
Dans la course à la présidentielle, le président Abdel Fattah al-Sisi n'a qu'un seul adversaire, en la personne de Moussa Mostafa Moussa, l'un de ses soutiens. Et pour cause, les candidats potentiels ont été évincés un à un. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas d'accord avec le président Abdel Fattah al-Sisi n'ont rien d'autre à espérer que son départ en 2022. Nous, groupe d'opposition rassemblés au sein du mouvement civil démocratique, avons décidé de ne pas participer à l'élection car nous sommes convaincus que ce n'est pas une élection et les 4 années passées ont été marquées par des restrictions sur tous ceux qui essayaient de faire entendre des opinions différentes sur les politiques mises en place par le gouvernement et le président. Presque tous les Égyptiens et les médias locaux et internationaux considèrent le candidat Moussa comme une blague, en rappelant que M. Moussa soutenait le président Sisi avant la date limite de dépôt des candidatures. Peut-être que s'il y a eu des candidats crédibles, il y aurait eu des débats sur les problèmes, sur les priorités relatives aux projets nationaux, et il y aurait eu des discussions. Dans la période dans laquelle nous sommes, ils ne voulaient pas cela. Selon l'autorité nationale des élections, le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra du 26 au 28 mars prochain. Mais un second tour aura lieu du 24 au 26 avril prochain au besoin. En bref, cette fois-ci, des combattants du groupe djihadiste nigérien Boko Haram ont abattu 5 pêcheurs sur une île du lac Tchad, située dans le nord-est du Nigeria. L'incident s'est déroulé dans la région de Baga, sur les rives du lac. Selon le président de l'Union des pêcheurs de l'État du Borno, les islamistes accusent les victimes de livrer des informations sur la localisation des filles de Dapchi enlevées le mois dernier. Cette attaque, il faut le préciser, apparaît comme une mise en garde contre les populations du lac qui participent activement à la recherche des élèves de Dapchi enlevés par des membres supposés de Boko Haram. Fin au Niger de la grève qui paralyse depuis un mois l'université de Niamey. Le syndicat des enseignants a annoncé samedi sa décision de cesser ce mouvement de débrayage après un accord avec le gouvernement nigérien. L'exclusion de 5 dirigeants des étudiants par le conseil de l'université de Niamey, chose revendiquée par ces enseignants après l'agression de leurs collègues, a certainement contribué à cette décrispation. Plus de précision à travers cet élément. La section de Niamey du syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur a décidé de lever son mot d'ordre de grève à compter du samedi 17 mars. L'annonce a été faite par son secrétaire général, Mahaman Kabir Mahaman, qui a fait état d'un accord avec le gouvernement et le recteur. Le syndicat des enseignants a par ailleurs invité tous ses militants à organiser des cours en vue de rattraper le retard académique causé par la grève. Les enseignants étaient en grève depuis le 20 février dernier pour protester contre l'agression d'un enseignant par les membres de la Commission des affaires sociales et de l'ordre, organisation estudiantine qui fait office de police sur le campus universitaire. Cet accord intervient après l'exclusion de 5 dirigeants des étudiants, dont Sita Diabiri, secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. L'Union des scolaires nigériens, qui a qualifié cet accord de non-événement, a dénoncé ces exclusions des étudiants, les jugeant injustes, disproportionnées, illégales et arbitraires. Elle réclame la réhabilitation immédiate et sans condition des étudiants concernés. Au Burkina Faso, 2 semaines après les attaques terroristes de Ouagadougou qui ont notamment visé l'ambassade de France, Jean-Yves Le Drian a effectué une visite. Le ministre français des Affaires étrangères a été reçu par le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui l'a rassuré du soutien renforcé de la France dans la lutte contre le terrorisme. Voici les détails. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a estimé vendredi à l'issue d'une rencontre avec le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré à Ouagadougou que la coopération était la riposte au terrorisme. Et donc notre riposte à la France et au Burkina, c'est de renforcer notre coopération. C'est ce que nous avons vu avec
le président Kaboré tout à l'heure. La riposte est aussi de faire en sorte que le G5 Sahel, la force conjointe, se renforce, multiplie les initiatives et que ce combat contre le terrorisme, qui est à la fois un terrorisme idéologique, de radicalisme islamiste, mais c'est aussi un narcoterrorisme. C'est aussi un terrorisme des trafics, les uns se confortant avec les autres, dans une spirale qui peut être parfois dramatique. Donc ce combat-là, nous continuons à le mener en commun. Le 2 mars, une double attaque contre l'état-major général des armées burkinabè et l'ambassade de France à Ouagadougou a fait 8 morts et 85 blessés. Elle a été revendiquée par une coalition de groupes djihadistes sahéliens, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. L'attaque du 2 mars était la 3e en 2 ans à Ouagadougou, après des attentats contre les restaurants et des hôtels en janvier 2016, puis août 2017. Mais l'opération de vendredi a atteint un niveau d'organisation sans précédent, même s'il a fait moins de victimes. Une trentaine de pays africains ont appelé en début de week-end l'Union européenne à interdire le commerce de l'ivoire. C'était au cours d'un sommet au Botswana consacré à la protection des éléphants et à la lutte contre le braconnage. Voici les images. Les présidents du Botswana, de l'Ouganda et du Gabon ont signé avec 29 autres pays du continent une pétition appelant une nouvelle fois l'Europe à fermer son marché de l'ivoire. Selon l'organisation Avaz à l'origine de la pétition, l'Union européenne, le plus grand exportateur au monde d'ivoire légal, a exporté 1258 défenses en 2014 et 2015, soit plus que lors des 8 années précédentes. Depuis, l'Union européenne a conseillé à ses pays membres de n'exporter que l'ivoire sculpté plutôt que des défenses naturelles. Je pense que cette administration mine nos efforts et encourage aussi le braconnage dans le processus parce qu'ils sont bien au courant de nos lois qui interdisent la chasse aux trophées au Botswana. Ce que nous voyons, c'est que l'Europe est devenue à la fois une destination et une plaque tournante de transit pour l'ivoire illégal. Et il est crucial que ce commerce soit fermé si nous voulons protéger ces magnifiques animaux ici. Maintenant, nous savons aussi que l'Europe est le plus grand exportateur d'ivoire légal dans le monde et qu'une grande partie de cet ivoire est destinée à l'Asie. C'est là que nous essayons de réduire la quantité d'ivoire pour protéger les éléphants. Donc, il est évident que l'envoi d'ivoire de l'Europe vers l'Asie n'est d'aucune utilité et c'est pourquoi ce commerce doit cesser. Le continent africain ne compte plus que 415 000 éléphants, soit 111 000 de moins que durant la dernière décennie, et ce, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.